Bon, j'ai un peu le trac, j'avoue, mais bon, ça va aller. Oui, je m'appelle Stéphanie Charneux, je suis orthophoniste à l'hôpital Pasteur à Colmar. Je travaille essentiellement dans le service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, je vais y arriver. Et je suis également appelée en réanimation chirurgicale et en réanimation médicale. Et je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui pour vous exposer mon approche des troubles de la déglutition et des problèmes de dysphagie chez les patients trachéotomisés. Je remercie Dr Badi et Laurent de m'avoir invité. Merci à eux. Donc, je ne vais pas refaire un rappel anatomique des fonctions ORL, mais, ni même des muscles, mais je pense que c'est quand même très important peut-être de revoir l'anatomie des organes en question. Je ne vais pas non plus vous réexpliquer qu'est-ce que c'est que la trachéotomie. Simplement, peut-être, je vais vous redonner une définition. C'est donc une ouverture qui est provisoire, qui est faite par le biais d'une incision cervicale afin de court-circuiter les voies aériennes supérieures et qui nécessite le port d'une trachéotomie. Alors, pour commencer, le sevrage de la trachéotomie va se faire progressivement et va être une des missions de l'orthophoniste. Les orthophonistes, notre champ d'action effectivement est vaste. Comme vous le voyez, là en ORL, je peux très bien m'occuper du dépistage néonatal de la surdité chez le tout petit bébé, jusque m'occuper de la personne vieillissante, pour des problèmes d'alimentation et de déglutition. Mais notre rôle, c'est bien évidemment de rééduquer, de réhabiliter les fonctions orales et de l'oralité. Les trois grandes fonctions orales sont la respiration, la déglutition et la phonation. Les organes pour parler, les organes pour manger et les organes pour respirer sont les mêmes. Et un des organes qui assume ces trois fonctions, c'est le larynx. Donc, maîtriser l'anatomie et la physiologie du larynx va aussi vous permettre de mieux aborder le patient trachéotomisé. Les enjeux, bien évidemment, de la prise en charge, au niveau du patient, il y a un enjeu respiratoire, un enjeu nutritionnel, mais un autre enjeu qui me semble important en tant qu'orthophoniste, donc en réanimation, le patient, évidemment, il y a des gestes qui vont permettre de réanimer un corps, mais j'ai pas mal discuté avec des collègues. Réanimer quelqu'un, c'est aussi l'animer. Et pour animer quelqu'un, il faut qu'en face de lui, il y ait aussi quelqu'un d'animé. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres de contact, et un cerveau humain qui ne rencontre pas un autre cerveau humain, voilà, il se passe rien. Donc il y a aussi un enjeu, si vous voulez, existentiel, c'est-à-dire comment j'existe, voilà. Et évidemment, en redonnant la voix, on permet aussi aux patients cette existence. J'y reviendrai à la fin de mon topo. Alors, ça, c'est une notion vraiment primordiale. Je pense que si vous sortez de la salle et que vous avez dans le coin de votre tête cet élément, ma mission d'aujourd'hui sera accomplie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient trachéotomisé va inévitablement faire des fausses routes. C'est-à-dire qu'on retrouve chez ces patients-là des troubles de la déglutition dans 50 à 88% des cas. Alors pourquoi ? Pourquoi le port de la canule de trachéotomie, surtout avec un ballonnet gonflé,
va bloquer votre larynx, enfin le larynx du patient. Il va y avoir quasi une impossibilité d'ascension laryngée. Or, quand on déglutit, le larynx monte. Avec un ballonnet gonflé, c'est impossible, votre larynx est bloqué. Donc, le ballonnet gonflé va être absolument délétère sur les capacités de déglutition. Un larynx qui bouge pas va être un larynx atrophié sur le plan musculaire. Un larynx qui ne fonctionne pas va perdre ses sensations proprioceptives. C'est ce qu'on appelle la désafférentation du larynx. Je vous ai parlé tout à l'heure en définissant la trachéotomie, on comprend bien que les voies aériennes supérieures, les fonctions du nez sont perdues. Donc c'est aussi un patient qui va plus sentir. Et on connaît tous le rôle de l'odorat dans la déglutition. Donc il y a aussi ce phénomène-là qui va altérer les capacités de déglutition du patient. Oui, voilà encore un schéma pour bien avoir en tête la modification du passage de l'air chez un patient qui est trachéotomisé. Alors oui, ça c'est la clé de mon topo. Voilà, cette fameuse désafférentation du larynx qui est en fait simplement causée par un ballonnet qui est gonflé et une absence de fenêtre. Sur le dernier schéma, vous voyez bien une canule avec un ballonnet gonflé, les cordes vocales qui sont donc au-dessus du ballonnet et un larynx qui peut pas monter, un larynx qui peut rien faire en fait. Le deuxième schéma, vous voyez qu'on a déjà dégonflé le ballonnet, il y a un peu plus de possibilités de faire monter ce larynx, et ensuite, à partir du moment où vous allez mettre une fenêtre, eh bien là, le larynx va pouvoir monter. Du coup, le ballonnet, une absence de fenêtre, va être délétère sur les capacités de déglutition. Donc du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est dégonfler le ballonnet. Donc, entamer un sevrage du ballonnet. Ça, c'est une des clés de la prise en charge des troubles de déglutition chez les patients trachéotomisés. Donc là, on a... Ah oui, je pense que pour tout le monde, c'est clair. Je ne vais pas réexpliquer en quoi consiste une canule avec une chemise externe, chemise interne, ballonnet, fenêtrée. Tout le monde, je pense, maîtrise. Voilà, là, du coup, une canule avec le ballonnet dégonflé. Très souvent, le patient trachéotomisé est aussi porteur d'une sonde nasogastrique. Là aussi, le port de la sonde nasogastrique va être délétère sur les capacités de déglutition. On observe un retard de déclenchement du réflexe de déglutition quand on a une sonde nasogastrique. Une hypersalivation qui va aussi gêner les capacités de déglutition. Un reflux gastro-œsophagien. Ça peut aussi faire très mal. De l'odynophagie, parce que bien sûr la sonde, elle passe exactement au niveau du trajet alimentaire. Une perte de proprioception et de perception des aliments, et une notion importante, une sonde nasogastrique qui est placée au-delà de 30 à 40 jours. Effectivement, là, on peut-être se poser une indication de gastrostomie. Alors, pour nous, les orthophonistes, on préfère travailler avec une gastrostomie plutôt qu'avec une sonde nasogastrique. Donc ça aussi, c'est pas un échec. La gastrostomie, c'est à un moment donné, si ça peut faire avancer le patient, y réfléchir malgré tout. Alors, comment on va tester la déglutition ? Alors, au départ, on va utiliser de l'eau gélifiée, si possible colorée, avec du sirop de menthe ou du sirop de grenadine.
Et bon, moi, je travaille en ORL, donc j'aime bien aussi être accompagnée d'un ORL. Et on va donc faire ce test de déglutition conjointement avec l'ORL. Et sous nasofibroscopie, ça va vraiment bien nous permettre de voir toutes les étapes de la déglutition. Là aussi, il y a 3 temps. Hein. Il y a le temps dans la bouche, il y a le temps pharyngé et puis il y a le temps œsophagien. Alors, comment on procède? On va faire ce test de déglutition ballonné dégonflé. Si ça fonctionne, on va poursuivre le travail avec ballonné dégonflé. Donc, on gonfle plus le ballon. On va utiliser la canule parlante et on va faire parler le patient avec la valve de phonation. Si ça se passe mal, on va démarrer un sevrage du ballonnet. C'est-à-dire tous les jours, 10 minutes, vous dégonflez le ballonnet, vous restez près de votre patient. À ce moment-là, vous allez travailler la déglutition de sa salive. Une des choses, avant de pouvoir réalimenter un patient, il faut qu'il puisse avaler sa salive. Alors, souvent, ce qu'on me dit, oui, mais il fait des fausses routes à la salive, on laisse le ballonnet gonfler. Bah oui, mais bon, à ce moment-là, on ne fait jamais rien. Hein. Et si on ne prend pas de risque en réa, on prendra des risques nulle part ailleurs. Donc, l'idée, c'est de démarrer par tranche de 10 minutes tous les jours, ballonnet dégonflé, rester à côté de votre patient. Déjà aussi, lui expliquer ce que vous allez faire, hein, pourquoi vous le faites. Et lui dire que vous avez besoin de lui aussi, et que là, il y a un truc à deux qui se passe, et qu'on est deux, et que ça va fonctionner. Ensuite, au niveau de la réalimentation progressive, on va démarrer sur des flancs, des desserts. Et puis, quand ça fonctionne bien, des purées, et on augmente l'apport par la bouche, avec une alimentation molle, lisse. Voilà, le larynx, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais assume ces 3 fonctions. Quand vous allez rééduquer la parole, vous allez rééduquer la déglutition, vous allez rééduquer la respiration. Donc, faire parler votre patient avec une valve de phonation ballonnée dégonflée va l'aider à déglutir et va certainement aussi l'aider peut-être à être décanulé à un moment donné ou à un autre. Alors, voilà ce qu'on utilise, nous, comme valve de phonation. Après, il y a différentes sortes de valves. Donc voilà, là, je réinsiste sur la manipulation de la chemise interne. On met une valve de phonation sur une canule de couleur. Elles sont de couleur justement pour être vigilant. On ne met jamais une valve de phonation sur une canule blanche. Parfois, elles sont vertes, mais c'est déjà arrivé qu'on manipule et on peut se tromper et ça peut être très délicat. Voilà. Donc, on dégonfle le ballonnet, la chemise interne. Alors, parfois, vous avez aussi la chemise externe qui n'est pas fenêtrée. Donc là, il faut aussi envisager une canule à ballonnet externe fenêtrée avec une interne non fenêtrée et pour jouer au niveau des fenêtres. Hein? Tout ça, c'est clair pour vous? Oui? Ok, parfait. Donc voilà notre patiente. On dégonfle le ballonnet, on met notre canule parlante. Voilà, alors on peut aussi tout à fait, utiliser la canule parlante et demander au patient de mettre son doigt. Donc ça permet au patient d'être acteur et de comprendre que tiens, j'inspire. J'inspire par la canule de trachéotomie, j'obture, j'expire, parce que bien sûr, on parle sur l'expiration. Je vous ai dit tout à l'heure, les cordes vocales sont au-dessus de la canule.
Donc, il faut du souffle pour faire vibrer les cordes vocales. Et donc, on va obturer avec le doigt la canule de trachéotomie pour faire monter l'air et pour pouvoir faire vibrer les cordes vocales. Et souvent, ce que je dis aux patients, je dis, vous voyez, là, vous bouchez. Vous respirez par les voies naturelles. Ah bon, ah bon, ah bon. Voilà. On explique aux patients qu'est-ce qu'on fait. Souvent, j'ai une canule avec moi et je manipule devant le patient pour qu'il se rende compte de ce qui se passe. Parce que pour eux, c'est manipuler la canule, c'est quand même source d'angoisse. Donc, plus on va expliquer, plus on va rassurer, et puis mieux ça se passera aussi. Voilà, avec la valve de phonation, on peut aussi y mettre l'oxygène. Et donc, du coup, cette petite mamie de 86 ans, elle a bien voulu un peu me raconter notre travail. J'espère que ça va marcher. Le passage de l'orthophoniste m'a donné plein de courage, était très utile, m'a expliqué des choses, c'était très intéressant. Il faut absolument un passage d'orthophoniste, si c'est possible, tous les jours, à un moment, pour aider à améliorer les choses. Alors, elle continue. La relation entre le malade et l'orthophoniste est superbe. Elle est moins médicalisée, elle est plus personnelle. C'est très agréable. C'est absolument utile. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas des médecins en fait. Et du coup, on est dans la relation. C'est-à-dire simplement de refaire parler quelqu'un. Comme je vous ai dit, il existe du coup. Il se réanime à sa façon, mais voilà. Et ça, c'est incroyable. Du coup, la relation entre le patient et l'orthophoniste est primordiale de toute façon. Nous, on peut rien. Le premier soin, c'est la relation. Nous, on peut rien faire si on n'est pas dans la relation avec le patient. Moi, je lui dis, j'ai besoin de vous pour travailler. Si vous n'êtes pas avec moi, je fais rien. Voilà, alors c'était juste pour vous raconter l'histoire de cette patiente de 86 ans qui a été hospitalisée en avril pour une infection à la Covid-19. Elle retourne voir le pneumologue et puis il y a une persistance d'une opacité au niveau pleural axillaire droite. Il décide du coup de faire une ponction et puis voilà, de façon très fortuite, on découvre un carcinome et puis le médecin lui dit écoutez, ouais, bon voilà, 2-3 jours, vous êtes hospitalisé, on va vous l'enlever. Et puis à moi, elle me dit ouais, mais moi j'hésitais, je me disais je suis vieille, pourquoi je vais me faire opérer, mais il était confiant le médecin. Et puis au final, cette petite mamie, elle se retrouve trachéotomisée, un service de chirurgie, de réanimation chirurgicale. Et c'est vrai que voilà, on a lié une relation incroyable toutes les deux. Et puis j'espère que très vite on va pouvoir la décanuler parce que là elle mange avec sa canule de trachéotomie. Donc très prochainement, je pense, parce qu'elle utilise son doigt et puis en discutant, elle garde son doigt 10 minutes, 20 minutes, parfois même une demi-heure. Donc voilà, on est vraiment très 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 proche de pouvoir décanuler cette patiente. Une autre chose, le fait de pouvoir donner la parole à nos patients va aussi leur permettre, eux, de dire. Et quand on dit, on pense. Et quand on pense, on raisonne. Et quand on raisonne, on comprend.
Et quand on comprend, on progresse. C'est-à-dire que cette mamie, elle m'a raconté son histoire, elle a essayé de comprendre ce qui se passe. Et l'importance aussi de faire parler les patients, ça va également avoir un impact sur la cognition. Vous voyez, là, quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui fait marcher son cerveau. Donc, on sait très bien un séjour en réa sur le plan cognitif, l'impact que ça peut avoir. Donc, très vite, le fait de pouvoir faire parler, échanger, vous allez aussi permettre à ce cerveau de rester actif. Voilà. J'ai écouté, je crois que j'ai été assez rapide. Et je vous remercie. Oui, je voulais savoir, ce sont les médecins qui font appel à vous? Oui. Donc, du coup, pour aller voir tous les patients sur le CH qui sont trachéotomisés? Alors, c'est compliqué. Ouais, souvent, très souvent, les ORL sont passés parce qu'il y a des problèmes de déglutition. Et après ça, les ORL ont dit, écoutez, appelez l'orthophoniste, appelez Stéphanie, elle va venir et elle va pouvoir vous donner les indications. Ouais. Alors on manque d'orthophonistes, il n'y en a pas assez au sein de l'hôpital, il n'y a pas assez d'ortho formés, c'est compliqué, mais oui, quand il y a un sevrage comme ça difficile ou une difficulté de déglutition chez les patients trachéotomisés, oui, on m'appelle, oui, tout à fait. Stéphanie, Oui. C'était une très belle présentation, merci beaucoup. Moi, j'ai une question Oui. et peut-être un point de vigilance pour les équipes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette patiente qui parle avec sa canule de phonation Oui. et avec son nez de phonation? Oui. Nous, on a souvent la problématique de les récupérer, ces gens, le lendemain matin. Oui. Et ils ont gardé le nez de phonation toute la nuit. Est-ce que tu peux expliquer le problème de ce nez de phonation si on a laissé le ballonnet gonfler par rapport à la sécheresse que ça peut entraîner? Alors, ou pas? Normalement, les fonctions du nez, le nez a 3 fonctions. Le nez réchauffe, humidifie et purifie l'air. Donc, le nez, il est à changer tous les jours. On ne peut pas garder un nez... donc, cette valve de phonation, dès que alors, on peut la garder un jour, mais parfois, s'il y a une sécrétion et que la mousse est mouillée et imbibée de sécrétion, on enlève la valve et on met un autre nez. Donc toi, en fait, c'est une valve phonatoire avec une capacité d'humidification? Tout à fait. Il faudra que je te recontacterai parce que je n'ai pas la référence, je ne savais même pas que ça existait. Parce qu'en fait, normalement, le filtre est censé créer des fuites, et donc on n'est pas censé pouvoir parler. Mais c'est un nez, c'est un nez artificiel avec une valve de phonation. Wow. Ok. Parce que dans beaucoup de services de réanimation, je pense qu'en fait, on n'a qu'une valve phonatoire qui est un clapet. Oui. Et du coup, l'air rentre, mais il n'y a pas l'humidification. Oui. Et c'est super, là, du coup, ce là, système. si tu regardes, tu vois, il y a une mousse. Il y a une mousse, donc il fait nez artificiel et valve de phonation. Voilà. C'est pas ça qui Et tu peux mettre l'oxygène et tu peux aussi l'utiliser sans l'oxygène. Pas du tout. Non, pas plus que ça. C'est vrai qu'en réanimation, on a des valves qu'il faut expressément utiliser sur fenêtre, sur chemise interne fenêtrée et ballonner, dégonfler, parce qu'autrement le patient ne peut pas expirer. Oui. Alors je vais vous montrer. Voilà, c'est la valve Spiro. Spiro-valve de phonation. Voilà, c'est ce qu'on utilise. Voilà. Bon, tu pourras m'envoyer les références et puis je redispatcherai.
Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question aussi, Stéphanie. On a plutôt tendance, quand les patients font des fausses routes, de regonfler le ballonnet. Oui, mais oui. Et on fait tous une erreur, en fait. Mais oui, en fait, le patient fait des fausses routes, je lui donne plus à manger. J'arrête. Oui, mais bon, j'arrête. Mais à ce moment-là, on va jamais progresser. L'idée, c'est qu'il faut un petit peu prendre des risques et qu'à un moment donné, il faut avancer. Bon, voilà. Ouais, il faut dégonfler le ballonnet. Oui. Ouais. Quel est l'intérêt de sous-gonfler ? On limite le risque de fausse route, mais est-ce qu'on aide le patient à avancer, en fait ? Non. Ou on gonfle ou on dégonfle. Ou on gonfle ou on dégonfle. Ah on l'a déjà eu. Je sais pas. Ouais. Après, tout ça, c'est un travail d'équipe. Et puis, c'est un travail aussi d'approche. Je vous avoue que parfois, c'est compliqué quand je propose un sevrage de ballonnet. On me regarde, on me dit, mais attendez, oui. Mais là, ce que je veux préciser, c'est que on a des cordes vocales qui sont mobiles. On est chez un patient avec des cordes vocales qui sont intactes. Dans les grosses chirurgies ORL, on a des patients qui sont trachéotomisés, qui ont une sonde nasogastrique et qui ont été amputés d'une ou de deux cordes vocales. Donc vous voyez, le risque, de dégonfler le ballonnet, c'est complexe. Mais de toute façon, l'idée, c'est que si vous vous dites, il fait des fausses routes, je fais rien. Mais ça ne va pas aller. Il fait des fausses routes. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Oui, j'aimerais savoir s'il faut prioriser du froid ou du chaud pour aider à la déglutition. Alors, ou du froid ou du chaud, l'aliment le plus difficile à déglutir, c'est l'eau plate à température ambiante. L'eau coule partout. En bouche, vous ne le sentez pas. Donc, si votre patient il arrive à déglutir l'eau plate à température ambiante, vous vous dites c'est bon, il n'a pas de problème de déglutition, mon patient. Si par contre il fait des fausses routes, effectivement, on va préconiser de l'eau gazeuse, froide, colorée. La notion de couleur est très importante. On a remarqué que si vous faites visualiser la boisson à votre patient, il va y avoir une préprogrammation de la déglutition. Vous mangez aussi avec vos yeux, avec votre cerveau. Donc les aliments colorés, les liquides, les sodas par exemple, le coca c'est merveilleux. Et puis le patient il est tellement content de pouvoir boire du coca, ça normalise un petit peu sa situation. Mais du coca à la petite cuillère, mais là le patient, et puis du coup comme vous proposez ça, il vous regarde mais vous venez d'où ? Enfin vous êtes qui ? Vous proposez des trucs incroyables, mais tout simplement un peu plus normalisés. C'est ce qu'elle dit la petite dame. Le passage de l'orthophoniste, c'est pas du tout. On apparaît comme quelqu'un de pas médicalisé. Ouais. Et voilà. Et on ramène du coca et on propose des choses vers une normalisation du café, par exemple, ça aussi. Le café, ça marche très bien parce que ça a aussi un impact psychologique sur le patient. Boissons, oui, ou des boissons chaudes colorées ou des boissons froides colorées, effectivement. Ouais. Oui. Je suis kiné et je travaille aussi à la déglutition parce que c'est un champ qu'on a en commun. Oui. Et je parlais avec une de mes formatrices sur l'eau gélifiée. Oui. Et elle me disait qu'elle n'utilisait pas du tout l'eau gélifiée
parce que c'était pas quelque chose de naturel et c'était très compliqué pour le patient à avaler. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Alors moi, j'explique au patient. Je lui dis, écoutez, l'eau gélifiée, c'est de l'eau qu'on a épaissie avec de la gélatine. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait, il y a des recettes d'eau gélifiée, hein, vous pouvez faire vous-même votre eau gélifiée. L'idée, c'est que, comme je vous ai dit, alors par quoi vous commencez pour faire votre test de déglutition? Par de l'eau. Enfin, voilà, le fait d'avoir quelque chose de gélifié en bouche, vous allez le contenir à l'intérieur de votre cavité buccale. Et puis, il va glisser beaucoup plus facilement. D'ailleurs, vous avez vu, dans la prise en charge de l'alimentation, après l'eau gélifiée, on va proposer des flancs qui vont glisser, qui vont aider à la déglutition. Donc, oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans l'alimentation classique. Mais si vous expliquez pourquoi vous utilisez l'eau gélifiée, votre patient va... Moi, ça ne me pose pas de soucis. Ouais. Et de toute façon, ensuite, dans l'alimentation, des textures molles, vous allez progressivement aller vers les liquides, donc c'est-à-dire de l'eau gélifiée. Après l'eau gélifiée, vous allez proposer peut-être un yaourt à boire qui est quand même de consistance un peu plus épais, des nectars de fruits ou des soupes un peu enrichies. Les soupes enrichies sont assez épaisses. Puis ensuite, vous allez utiliser des yaourts à boire, du café, de l'eau gazeuse et en dernier lieu, l'eau plate à température ambiante. Donc là, vous allez vers les liquides et pour aller vers les solides, du mixé et ensuite du haché jusqu'à une alimentation normale. On va en conclure. Merci bien pour cette intervention intéressante. C'est passionnant. Merci. Merci.